c'est Caroline Legleut à la librairie Le Fayère à Rennes. Winchluss est cinéaste et auteur de bande dessinée. Il signe avec J'ai tué le soleil un récit sombre, non dénué d'humour, un récit post-apocalyptique. Olivier Merlin est graphiste aux éditions Gallimard Jeunesse. Plongé dans les coulisses des métiers de l'édition, rencontre avec le concepteur graphique d'une BD et un des auteurs qui l'accompagne. Aujourd'hui, Ce qui se lit avec Winchluss et Olivier Merlin. Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes réalisé par Arnaud Vasmer. Des entretiens durant lesquels nous vous proposons d'entendre un auteur et la personne qui l'édite, ou plus exactement pour aujourd'hui, une personne qui a contribué à la mise en forme du livre. Aujourd'hui, une bande dessinée racontant une histoire de mémoire et de survie dans un monde d'après. Cette histoire, c'est celle que vous racontez, Winchluss. Bonjour. Bonjour. J'ai tué le soleil, c'est l'affirmation, le titre que vous avez choisi en titre de votre bande dessinée parue aux éditions Gallimard, bande dessinée et maison d'édition dont nous parlerons également tout à l'heure avec Olivier Merlin qui est responsable graphique chez Gallimard. Dans votre album, vous racontez un personnage qui se nomme Karl et qui est en prise à deux difficultés quand on le rencontre dès les premières pages. Il est dans un monde dans lequel on n'aimerait pas vivre après une catastrophe. C'est une histoire de survie où les seuls humains qu'il va rencontrer dans un premier temps ne sont que des cadavres, donc aucun qui va pouvoir répondre à l'autre chose qui l'habite, qui est sa perte de mémoire. Comment est née cette histoire, Winchluss ? Alors c'est toujours difficile de remonter le fil, bonjour d'ailleurs, au passage, et de remonter le fil de ma pensée et de savoir l'instant T d'un truc, d'un livre. Voilà. Après, c'est né plutôt d'une sorte de réflexion que je me suis faite il y a très longtemps, c'est à savoir si un sociopathe restait sociopathe si l'humanité avait disparu. Puisqu'il n'y a plus personne à détester, est-ce qu'on reste rempli de haine et avec cette envie de tuer, de détruire l'humanité ? Voilà, donc c'était mon point de départ. C'est déjà pas très banal. Certainement. Et voilà, j'ai greffé dessus une pandémie donc pour accompagner mon projet et mon propos, puisqu'il fallait qu'il soit seul. La perte de mémoire, ça permettait d'un point de vue scénaristique, évidemment, d'accentuer la coupure entre le monde d'avant et le monde d'après. Aussi, et d'avoir aussi ce qu'on appelle le suspense. Absolument. Voilà, et puis d'emboîter à ma façon les éléments de réponse, donc tranquillement, d'une façon désorganisée et volontaire. Voilà, pour être vraiment dans la psyché du personnage. Parce que, vous l'avez dit, ce sociopathe, il est tout seul, il n'a plus personne à détester. D'ailleurs, il y a très peu de mots au début de votre album. Les mots vont arriver, les flots de paroles vont arriver de plus en plus, mais se posent plein de questions. Pour nous, lecteurs, qu'est-ce qu'il y a eu qui fait que tous les êtres humains sont anéantis ? On pourrait se demander, je me suis demandé, alors j'ai un peu une partie de la réponse, puisque je sais que c'est un projet qui vous tient à cœur depuis des années et des années, mais c'était pas un peu votre livre de la pandémie, ou est-ce que vous n'avez pas pousser très très loin notre réalité pour essayer de la repousser ou de mieux la vivre dans la réalité ? Alors, je pourrais dire que je suis un Nostradamus, mais en fait, il y avait déjà eu le SRAS avant, il y a une dizaine d'années, ou une quinzaine d'années. Ce que j'ai écrit, le scénario que j'avais écrit, je l'avais écrit, oui, il y a 6 ans, 7 ans. Enfin, j'avais commencé à élaborer. Une pandémie, c'est pas si extraordinaire que ça, puisqu'il y avait tous les signes, de toute façon, pour que ça arrive un jour. Voilà. Ensuite, moi, j'avais écrit mon scénario que j'ai perdu, enfin que je me suis fait voler dans le train, enfin mon découpage, donc j'ai dû le refaire. Il se trouve que j'ai terminé le livre pendant la pandémie, et comme mon histoire était trop proche de ce qui était en train de se produire, j'ai enlevé certains passages et j'ai allégé beaucoup, puisque de toute façon c'était devenu de l'ordre de la culture populaire ce qui se passait, que ce soit le confinement, le couvre-feu, les masques. Voilà, donc oui, j'ai pas mal d'exemples de choses que j'avais écrites qui se sont réalisées. Et donc, ça, vous n'aimez pas, c'est ça ? C'est-à-dire que heureusement que c'était pas le sujet de mon livre, parce que c'est vrai que c'était un peu embêtant de rebondir sur cette actualité. En même temps, moi je parle pas de confinement non plus, je suis chez moi et je redécouvre mon appartement et je décide de me mettre à faire des super bons repas
Et je découvre aussi qu'il y a un caviste à côté de chez moi. Et je me mets à faire du sport. Et voilà, et je regarde sur Internet ce qui se passe. Et je suis pas théoricien du complot non plus. Donc j'ai été épargné quand même par pas mal de choses. Effectivement, il n'y avait pas tout ça dans votre album Winchou. Cependant, et je me demandais si c'était pas un défi de de raconter l'ordinaire de ce qui pourrait nous arriver dans ce monde de Karl, qui est le monde extraordinaire. Parce que certes, vous ne racontez pas un homme qui est dans sa chambre et qui va passer son temps à faire à manger. Sauf que trouver à manger quelque chose d'assez ordinaire se révèle extraordinaire dans son monde à lui. Savoir où se loger, savoir où trouver une chambre, même quand c'est au-dessus du toit d'un bus, quelque chose d'ordinaire qui devient aussi extraordinaire. C'était un défi, c'était un plaisir aussi de renverser comme ça un peu le sens des choses. Ah bah, il y a un plaisir certain et presque enfantin à imaginer les situations et à trouver la résolution. Enfin, de toute façon, scénariste, je vois pas une autre manière de le raconter que de se tirer une balle dans le pied en permanence et d'essayer de se réparer. Donc voilà, il y a un plaisir certain à se mettre dans la merde, comme on dit. Et après, pour être honnête, j'utilise aussi énormément d'archétypes et de situations. Enfin, cette légende post-apocalyptique, en tout cas, tout ce qu'on a déjà en nous et ancré de ce qu'on a vu enfant ou de ce qu'on a lu. Voilà. Après, j'essaye de détourner de 10 degrés à chaque fois pour essayer d'amener un minimum d'originalité. Mais comme je le disais, mon but, c'est pas de raconter un monde de fin du monde. C'est de raconter le monde intérieur de ce type. Donc, c'était mon projet. Mais pour ça, il faut que je l'accompagne d'une centaine de pages où on est en empathie, où on le suit, où on est prêt à accepter tout cet univers pour accepter ensuite la fin du monde qui est en lui. Et qui est expliqué et raconté plus tard, mais effectivement c'est d'abord des pages avec, je l'ai dit, extrêmement peu de texte. Winchou dans J'ai tué le soleil, c'est vraiment la manière dont ce Karl va se mouvoir dans ce nouveau monde qui est le sien. C'était aussi là aussi un plaisir, là aussi un enjeu par rapport effectivement à toutes les œuvres de survivalistes, d'essayer de raconter une histoire sans un mot. On est quand même donc parfois dans des situations qui devraient être ordinaires comme se loger et comme manger, sauf que quand même quand il y a des cadavres, ils n'hésitent pas un peu à on va dire les profaner ou en tous les cas les abîmer un peu plus qu'ils ne sont, et le lecteur n'a pas forcément les clés de compréhension puisque vous ne mettez pas de texte. Vous jouez aussi de votre lectorat. Je dirais plutôt que je le rends complice, mais et après, moi le fait de pas écrire de texte, c'est pas un souci pour moi puisque je dis c'est quelque chose je manipule depuis longtemps, donc je mets souvent en conflit des images muettes et des images extrêmement bavardes. Je joue sur la dualité de la matière et du verbe. Et c'est un exemple encore probant. Enfin, J'ai tué le soleil. C'est qu'en fait, je trouvais intéressant d'avoir une centaine de pages muettes où on suit ce personnage dans sa survie et basculer dans un registre extrêmement bavard de son monde intérieur qui est, comme je dis, c'est un monde vain aussi et vide alors qu'il est très verbeux. Voilà. Et je mets en conflit les deux schémas. Parce que pour moi, il y a une sorte de sens, il y a une vanité dans le verbe. Enfin, le verbe pour moi ne résout pas grand-chose non plus. Voilà. Et après de suivre ce personnage et dans sa survie et aussi il y a une autre vanité, c'est celle de l'humain de penser que la nature, soit à notre service ou soit va nous aider. Je veux dire, la nature, son premier rôle, c'est de nous détruire. Et la vraie vanité, c'est de penser qu'on va détruire la planète, par exemple. Je veux dire, on se détruira avant de détruire la planète. Et la planète, je veux dire, elle va recouvrir de mousse toutes nos belles inventions et nos cimetières. Des pages muettes, des pages très pleines de texte. Ensuite, là aussi, ce fut deux manières différentes pour vous d'aborder l'image, parce que forcément, d'abord, le rythme de lecture ne va pas du tout être le même, la compréhension ne va pas être la même, mais vous aussi, la manière de composer chaque vignette et chaque planche va être différente entre des pages où il n'y a pas de texte et vous pouvez plus facilement laisser l'imaginaire fonctionner, des pages de texte qui vont remplir un espace. Moi, je parle souvent de rythme et d'énergie, et l'énergie dans
dans la BD qu'on va qualifier de muette, qui est pas vraiment muette d'ailleurs, puisque j'ai beaucoup axé mon récit sur les onomatopées. Oui. Donc j'ai fait mon grand retour de bang et de ouf, ouah, et des trucs comme ça. Mais c'était un souvenir aussi de bande dessinée que j'ai lu, plus jeune, ado ou pré-ado, de Corben ou de gens comme ça, ou de choses que j'avais pu voir dans Métal Hurlant, et où il y a une grande vague d'onomatopées. Voilà, donc ça faisait aussi partie d'un des principes que je m'étais fixé à la base pour cet ouvrage, c'est-à-dire quelque chose de silencieux et de très bruyant. Ouais, presque d'animal, parce qu'il fait un sans sens, puisqu'effectivement il n'a pas de parole pour lui, parce qu'il ne comprend pas qui il est, où il est, mais il n'a pas non plus d'interlocuteur, donc forcément ce ne sont que les bruits, quelques injures et autres, quand il est coursé par des chiens ou d'autres, mais c'est là juste l'instinct qui produit des bruits. Le fait qu'il n'y ait pas de mots pour moi, il y a pas une histoire de sens. C'est plutôt que pour moi le mot, ou le verbe, c'est quelque chose c'est lié au mensonge pour moi. Donc le fait qu'il ne parle pas, ça veut dire qu'il n'y a pas de mensonge. Voilà. Et du moment où on bascule dans l'autre partie du livre, pour moi, le verbe est lié au mensonge, et au mensonge au sens au fait que on n'est pas dans la vérité. C'est pas le mensonge, c'est qu'on n'est pas dans la vérité. C'est-à-dire que de dire les choses, ça produit que du son aussi. Je veux dire, et la vérité, c'est vraiment un truc qui est très interne et qui nous appartient. Et ce personnage est en train de balancer des inepties en permanence, mais il est certain d'avoir raison. Voilà, c'est ce que je décris. Je veux dire, si j'étais dans un registre contemporain, je dirais que c'est le modèle même du complotiste, parce qu'il est certain d'avoir raison, il est auto-centré, et il est seul, il est isolé, parce que ce personnage est pathétique et triste aussi, parce qu'en fait, il est seul. Je veux dire, voilà. Et on a autour de nous des gens seuls qui ont l'impression d'être unis par une sorte peu importe le thème d'ailleurs, mais en fait qui sont seuls dans leur tête et en train de cycler, de boucler et de produire juste le mouvement perpétuel du vide. Mais là pour lui c'est plus que le vide, c'est-à-dire il est tellement seul que ça lui permet d'essayer d'esquisser un sens pour s'équilibrer un peu. Mais parce qu'on a tous besoin de sens. Je veux dire, il a survécu, il sait pas pourquoi. Et évidemment, comme il lui reste quand même une once de quelque chose, d'un souvenir, il sait qu'il doit trouver des survivants. Après, moi, je détourne le thème post-apocalyptique, parce que c'est ce qui m'énerve à chaque fois dans les films. C'est voilà, la fin, la résolution, c'est que il faut monter une communauté et reproduire les mêmes conneries qu'avant. Voilà, moi ça me rend. Walking Dead, j'ai jamais trop suivi cette série, mais à chaque fois là, quand je les vois cultiver leur laitue, alors il y a des zombies dehors. Moi, ça me rend fou, quoi. Parce que ça m'ennuie déjà. Et c'est surtout pourquoi reproduire ce qui n'a pas marché. Donc, voilà. Donc, je joue aussi sur les codes il faut retrouver des survivants. Voilà. Sauf que, bon, lui, s'il retrouve des survivants, comme c'est un sociopathe et qu'il va être révélé, je veux dire, on ne le voit pas, mais j'espère sincèrement qu'il va tous les buter, quoi. Parce que c'est un album où il y a une certaine violence. Alors le dessin fait que vous mettez en partie cela à distance. Comment vous avez jaugé la crudité qu'il peut y avoir chez ces personnages? Déjà mettre un personnage de sociopathe en héros ou anti-héros, c'est pas rien. Ce qu'il fait aux cadavres et ce qu'il fait aux êtres humains qui l'embêtent est assez violent. Comment vous avez géré cette matière-là pour qu'elle ne soit pas que de la démonstration, mais qu'elle soit insérée dans la psychologie du personnage et dans votre récit? Parce que j'ai un projet, tout simplement. Je suis pas là pour étaler de la violence ou que sais-je. Même si je faisais un film pornographique, je me poserais la question du sens. Donc il n'est pas certain qu'il y ait un mort de scène pornographique d'ailleurs. Et la violence, elle est pas, c'est pas celle qu'on imagine dans ce livre. Ce qui met mal à l'aise, c'est juste mon postulat de départ. C'est-à-dire que j'ai dévié de 10 degrés, comme je disais, un truc qui est entendu. Le truc post-apocalyptique doit bien se terminer. Voilà. Même si le héros meurt à la fin, il doit y avoir un message d'espoir. Là, ce que je fais, c'est que je réduis tout à néant. Et en fait, la vraie violence, c'est pas qui tape sur des cadavres ou qui tue des gens. C'est pas ou qui veuille tuer des gens. C'est juste que, en fait, je suis à contre-courant d'une pensée contemporaine. Voilà. Alors, je voudrais qu'on s'intéresse, Winchus, dont J'ai tué le soleil, avant d'entendre Olivier Merlin, au dessin que vous avez choisi. C'est un dessin qui est en mouvement et on est très proche de Karl. Les cadrages sont très serrés autour de lui. Comment vous avez fait et pourquoi vous avez fait ce choix pour raconter cette histoire?
Toujours pareil, j'ai essayé de trouver parce que moi, je déteste la comparaison entre la bande dessinée et le cinéma ou le cinéma d'animation. Mais exceptionnellement, j'ai conçu tout le démarrage de mon livre comme une sorte de, c'est pas un storyboard parce que ça serait moche, parce que c'est pas que ça, et c'est pas possible parce que les cadrages de toute façon collent pas à un truc de cinéma. Mais en tout cas, j'ai conçu ça comme quelque chose d'actif et d'énergique et pas de rapide, mais de fluide et voilà, du fait qu'il n'y ait pas de texte déjà. Et une décision prise sur les dessins de faire quelque chose le plus brutal possible. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un peu un gros plan qui est fait sur le personnage et l'environnement autour va, je me permets de caricaturer un peu, va être légèrement flouté justement aussi pour donner cette impression de mouvement. Oui, et puis pour accepter le fait que je suis en train de raconter une histoire qui a déjà été racontée. C'est important de savoir où on met les pieds. Voilà. Après, la lecture de mon travail est parfois complexe, puisque moi, j'ai les références, et ceux qui n'ont pas les références de ce genre de littérature, de cinéma, pensent qu'il y a un minimum d'originalité. Je sais où je mets les pieds, et je sais dans quoi j'ai mis les pieds. Voilà, je ne fais pas semblant, je sais que ça a déjà été fait. Mais après, j'ai besoin de cette trame, voilà. Après, il faut que je trouve le moyen de m'amuser. Voilà, donc je trouve des choses, des situations, des cadrages et aussi l'énergie dont j'ai besoin pour avancer, que le lecteur soit en empathie avec le personnage comme je peux l'être, et surtout de diviser mon personnage en 3 parties, parce qu'il est au-delà d'être schizophrène, ou sociopathe. J'ai besoin d'exprimer le fait qu'on peut être multiple, qu'une vie c'est long et qu'on peut avoir plusieurs existences. Il y a l'après, l'avant, maintenant, mais qui s'entend et se lit de différentes manières dans votre album. Exactement. Et après, je parle pas de rédemption forcément, je parle juste d'une sorte de minimum de compréhension. Et c'est pas juger ou pardonner, parce que ça, j'en ai vraiment rien à secouer. C'est plutôt d'être là et de démêler le personnage. Moi, je suis dans la généalogie, en fait. Il y a que ça qui m'intéresse. C'est de savoir pourquoi les choses arrivent. Et depuis le début, hein, ça fait 25 ans que je fais ça. Alors c'est un album aussi que vous avez choisi de rythmer, de raconter par la couleur. Beaucoup de pages en noir et blanc, quelques pages qui arrivent en couleur avant une fin qui, elle, est beaucoup plus colorée. Là aussi, c'était pour participer du rythme de l'histoire. Oui. De toute façon, c'est pas nouveau dans mon travail pour ceux qui connaissent. J'aime bien organiser des ruptures et c'est toujours pareil. C'est dans un souci scénaristique et de respiration et de rythme. Et voilà. Temps d'arrêt, parce qu'il y a parfois, avant qu'on arrive sur des pages beaucoup plus colorées, il y a 1 ou 2 pages uniquement avec un seul dessin en couleur et qui offre un peu une respiration. Oui, ça permet de s'arrêter, puis de voyager. C'est de l'ordre de l'astuce et du truc et du tricks. C'est juste un moment de respiration et aussi qui indique le fait que le temps passe. Enfin, voilà, j'ai pas peur d'utiliser mais pour être honnête, c'est aussi des choses qui m'appartiennent au niveau de ma façon de travailler. Et surtout, comme j'ai pas de registre spécifique au niveau du style, pour moi, le style, c'est un truc qui m'importe pas vraiment. Ce qui m'importe, c'est de raconter des histoires et après d'adapter mon style à l'histoire. Donc voilà, je suis très intéressé au rythme, à l'énergie et à ce que je raconte. Le dessin, de manière secondaire, arrive et est là pour souligner ce que je veux raconter. Voilà. Et après, au début, j'avais dit, Olivier, par exemple, qui est ici, je vais faire un livre en noir et blanc. J'ai dit noir et blanc, mais il y aura un peu de jaune. Voilà. Enfin, voilà. Donc, c'est des pages noir et blanc, mais j'avais besoin de touches de jaune qui rappellent le soleil et entre autres, et les post-it sur lesquels ce sociopathe écrit le nom de ses futures victimes. Voilà, donc c'est devenu un livre en noir et blanc avec du jaune, et après j'ai dit oui, il y aura quand même un petit peu de couleur. Donc c'était un livre en noir et blanc qui n'est pas du tout en noir et blanc. Voilà, donc voilà. Mais après j'étais accompagné par Nicolas Leroy et Olivier sur le projet que j'ai fait dévier au fur et à mesure quand même.
C'est très bien parce que vous me faites une chose comme ça, la transition pour parler dans je vous en remercie, hein, comme on parle dans ces podcasts aussi des relations que vous avez avec les éditeurs ou ici le responsable graphique des éditions Gallimard Jeunesse, Olivier Merlin. Bonjour à vous. Bonjour. Un mot d'abord pour avant de revenir sur ce que vient de nous dire Winshu sur votre collaboration. Responsable graphique dans une maison d'édition, ça veut dire quoi? Alors, c'est un graphiste comme dans d'autres maisons, mais la bande dessinée a une spécificité, c'est que le texte et l'image étant tellement liés, et les auteurs nous fournissant un travail déjà pour certains fini, on se demande souvent, comme vous, qu'est-ce que tu fais sur les livres? Parce que bon, les planches sont faites, la couverture est presque terminée. Non, en fait, on reçoit des travaux très divers, dont ceux de Winshoes, je vous parlerai plus tard. Et on est là pour les rendre imprimables, lisibles et les transformer souvent au fur et à mesure même du travail que nous réalisons, comme rajouter de la couleur sur ce livre-là. Et c'est un dialogue constant avec les auteurs pour transformer toutes ces planches qu'on reçoit de manière disparate des fois et transformer ça en livre. Ça, vous êtes quand même assez proche du métier en lui-même d'éditeur. Oui, mais l'éditeur a un métier spécifique, c'est lui qui initie le projet avec un auteur. Moi, je travaille au moment où on reçoit réellement et physiquement des planches, des scénarios, et on cristallise tout ça pour en former un livre. Alors, Winshoes nous a parlé pour les couleurs de ce projet qui a dévié, ou en tous les cas qui s'est légèrement transformé par la mise en couleur, un album en noir et blanc qui devient un album en noir et blanc avec un peu de jaune, et puis finalement un album en noir et blanc avec un peu de jaune, avec un peu de couleur, donc qui n'est plus un album en noir et blanc. C'est ce qu'il nous a dit pour J'ai tué le soleil. Ça fait vraiment partie du fruit de votre conversation. Alors là, oui, c'était une conversation à trois avec l'éditeur, avec Winsloos et avec moi, et en effet, on a vu arriver les premières planches. Tout était en noir et blanc. Et après, il y avait cette idée de rajouter un peu de jaune, qui avait un lien avec des post-it que les lecteurs découvriront. Et pour une histoire de rythme, mais aussi de temporalité, on s'est posé pas mal la question de différencier les chapitres, peut-être de manière colorée aussi. Donc, il y a des chapitres noirs et blancs qui sont ponctués, comme vous disiez, d'images colorées pour rythmer l'histoire. Très important, le rythme. Là, on rentre vraiment l'éditeur et moi-même. On travaille pas mal sur cette idée de rythme parce qu'un livre doit être lisible, pas indigeste, donc c'est assez important. Donc, je disais, il y avait au début des planches noir et blanc. Ensuite, une autre temporalité où là, on a mis les planches sépia, pour faire un peu un rapport avec toute cette idée de passé qu'on voit dans les anciennes photos. Et ensuite, la couleur qui arrive, couleur assez violente, moi que j'irais assez brute, pour justement le passage peut-être le plus violent ou complètement fou de ce livre. Et puis un retour à un épilogue beaucoup plus calme à la fin. Donc le rythme la couleur est très importante dans le rythme de ce livre. Alors justement, peut-être une question technique, et peut-être que Winshoes aura aussi envie de répondre à cette question-là, mais puisque vous faites partie de ceux qui font en sorte que ce livre soit imprimé en couleur, comment est-ce que vous travaillez avec l'imprimeur? Parce qu'on sait parfois que des auteurs de bande dessinée sont surpris du résultat final parce que le choix de l'encre, le choix de la machine, le choix du papier altèrent leur couleur. Là, ça fait aussi partie de vos responsabilités, Olivier Merlin? Oui, c'est une des plus grandes responsabilités que j'ai, justement, c'est essayer de coller au mieux avec les originaux, quand il y a des originaux papier, ou des fichiers numériques qu'on voit arriver de plus en plus souvent, coller au mieux pour que le résultat final plaise à l'auteur. Alors souvent, c'est très différent, mais le résultat est surprenant et marche très bien, donc tant mieux. Mais c'est un gros travail d'essayer de coller à ce que les auteurs veulent donner, parce que mon travail, c'est quand même aussi réussir à transformer ce que nous donnent les auteurs de manière spontanée, sans s'occuper trop de la technique. C'est moi qui vais gérer les contraintes techniques, c'est-à-dire le nombre de couleurs limitées, le choix des papiers et toutes les techniques d'impression, pour que ça colle au mieux avec le résultat que veut l'auteur. Parce que des fois, on a des auteurs qui nous fournissent des planches
ou des originaux, mais le résultat sera différent parce que ça va être transformé et ça leur conviendra tout de même. Et là, avec Winchloose, le travail s'est fait, a vraiment commencé quand il nous a livré presque toutes les planches et qu'on est revenu dessus, qu'on a retravaillé sans arrêt. Et la couleur est arrivée, le jaune est arrivé doucement, puis après on en a rajouté, on en a remis encore et encore. Et au milieu de cette tempête graphique dans laquelle il nous avait plongé avec des planches assez impressionnantes, j'ai essayé d'être un peu l'îlot de calme, un peu avec ce que je pouvais faire pour essayer obtenir le résultat et aller dans la direction du livre qu'on voulait faire. Winchloose, justement, est-ce que vous faites partie de ces auteurs alors qu'ils voient, comme l'a dit Olivier Merlin, parfois le résultat, le rendu des couleurs un peu différent de ce que vous aviez à l'idée, qu'ils l'acceptent ou pas? Ou est-ce que vous êtes un peu plus exigeant là-dessus? Moi, je suis extrêmement exigeant, mais après, je suis éditeur aussi, et surtout, j'ai quand même un long passif derrière moi, à tout niveau. Donc, quand je livre des planches à Olivier, et je sais exactement la galère que ça va être d'avoir le rendu que j'ai en tête, donc je demanderai jamais un truc impossible. Et voilà, parce que je connais les écueils de tracer, d'avoir du noir, du gris, de mon merdier dans mes planches. Je sais que pour obtenir le résultat, ça va être compliqué. Voilà, donc je suis juste attaché à un résultat cohérent et voilà, et qui me satisfasse. Et voilà. Bah après, Olivier, il comprend ce que je veux, donc ça va. Facile, hein, ouais. Voilà. Et après, non, j'étais plutôt étonné de bonne manière, puisque je m'attendais quand même sur certaines planches à galérer plus, notamment les planches couleurs. Voilà, où j'utilise de l'aquarelle, mais je voulais que ça soit très acidulé et presque désagréable. J'ai obtenu ce résultat. Ouf. Pourquoi est-ce aux éditions Gallimard Bande Dessinée que vous avez adressé cet album? C'est le deuxième que vous faites paraître chez cet éditeur. Vous en avez publié d'autres ailleurs. Et on le disait juste avant cet entretien, Gallimard Bande Dessinée dépend plutôt de la version jeunesse de Gallimard que de la version adulte. Or, votre album, il est clairement, J'ai tué le soleil, clairement du côté adulte. Alors moi, je suis pas compliqué. Je connais Nicolas Leroy depuis 20 ans presque, qui s'occupe des éditions, qui est directeur de collection. Voilà, il travaillait à l'association, donc une autre maison d'édition. Ouais, donc voilà, donc il vient du même terreau que moi. Il m'avait proposé de faire un livre il y a des années, et en fait c'est moi qui lui ai proposé de faire un livre pour les enfants, puisque je voulais faire un livre pour les enfants. Donc c'était plutôt la surprise quand j'ai proposé ce livre. Voilà, et comme il y a eu le prix Montreuil, tout ça, je veux dire, il était plus simple après de proposer un autre livre, plus dur. Et voilà, et en plus j'ai mis pas mal de temps à le faire parce que je bosse pas mal sur d'autres projets, plus ce petit souci de vol, de découpage dans le train. Voilà. Mais c'est tout simplement humain. Je veux dire, je travaille à Gallimard parce que ça se passe bien déjà, et parce que il y avait Nicolas Leroy. Mais parce que sinon votre album, vous le voyez comment par rapport aux autres titres qui paraissent chez Gallimard Bande Dessinée, parce que il déroute, il détonne. Moi, quand j'ai lu l'album, je m'attendais pas à ce que ce soit un album Gallimard Bande Dessinée. Alors moi j'ai pas d'avis, je veux dire, j'ai vraiment pas d'avis, c'est-à-dire que moi je suis ce que je suis. Si j'ai toujours été dans l'indépendant ou que je viens de l'underground et que je peux y retourner, c'est juste parce que je fais ce que je veux. Voilà. Après, je regarde les publications de Gallimard, c'est évidemment pas le même style, mais je ne suis pas le même style ailleurs de toute façon, donc il n'y a pas de souci. Puis qui ferait une couverture rouge et or, comme ceci, à notre époque, avec un mec en feu. Voilà, une couverture aussi agressive, alors que tout le monde a juste envie de se la couler douce. Bienveillance. Olivier Merlin, votre point de vue justement sur le fait que cet album donc soit paru chez Gallimard Bande Dessinée, quand vous avez vous connaissiez la relation entre l'éditeur et puis Winchloose, et puis la patte la patte d'auteur de Winchloose, parce que ça vous a surpris aussi que cet album il soit validé par Gallimard Bande Dessinée? Alors maintenant non, parce que parallèlement à l'évolution de la littérature dans laquelle il y a une sorte de nouveau lectorat qui s'est créé, c'est les jeunes adultes, young adultes,
qui lisent des romans entre la jeunesse et l'âge adulte. Et moi, je pense que ce roman-là peut être lu, enfin cette bande dessinée, enfin ce roman graphique. C'est un gros livre. Ouais. Oui, peut être lu par un lectorat assez jeune encore. Je pense 17-18 ans, on peut tout à fait lire ce genre de livre et qui correspond un peu à ce qu'on trouve aussi en littérature jeunesse qui est publié par Gallimard Jeunesse. Et c'est une petite évolution qui se fait aussi dans la maison puisqu'on publie de plus en plus de titres qui vont toucher un lectorat plus adulte, tout en gardant notre catalogue jeunesse qui porte bien. Voilà, tout à fait, exactement. Voilà. Et ben donc ça s'appelle J'ai tué le soleil, c'est le titre de votre album Winchus paru aux éditions Gallimard bande dessinée. Winchus et Olivier Merlin. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. C'était Ce qui se lit, un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes.